C'est ouvert. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, vous continuez à arriver. Merci d'être aussi nombreux. Je vous invite à vous installer. On va commencer d'ici quelques petites minutes. Bonjour. Vous allez bien? Ah bah non. Bah là... Pauline. Ouais, on attend une minute. On y va. Il est 14. Ouais. Allez. Allez, je vous invite à vous asseoir. On va commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue dans ce lieu qu'on découvre. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette ancienne usine et le cadre est absolument sublime.
Je trouve que quand même, la ville de La Courneuve a un peu de chance d'avoir un lieu pareil. Je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais j'étais en train de m'imaginer un immense festival avec des danseurs en arrière. Je me suis dit, purée, ça doit être quand même quelque chose qui est assez incroyable à découvrir. Merci en attendant d'être là aussi nombreux ce soir pour cette rentrée de la municipalité. Bienvenue à tous dans des conditions, comme vous pouvez le constater, un peu particulières. Je suis la seule ce soir à ne pas porter de masque avec nos intervenants que je vais vous présenter. Vous êtes vous-même en mode distanciation sociale, puisqu'il s'avère qu'aujourd'hui, ça va être un peu le leitmotiv de nos vies dans les prochains mois. Merci à vous. On va essayer ce soir, on va faire le point sur cette rentrée, faire le point aussi sur ces derniers mois qu'on a traversés malheureusement dans le cadre d'une crise qui n'a pas fini en fait de se creuser, mais on va pouvoir justement en discuter longuement avec l'équipe municipale, une partie de l'équipe municipale que nous avons le plaisir d'avoir ce soir. Monsieur le maire, comment allez-vous? Bien. Très bien, merci. Bon, alors, à côté de vous, André Joachim, vous êtes élu à la tranquillité publique. Enfin, Mélanie Davot, vous êtes élue à la réussite éducative, à l'aménagement durable et au droit du sol. Au droit du sol ou au droit des sols? Des sols, pardon. Enfin, Nadia Chaboun, vous êtes déléguée au droit de la jeunesse. Vous aurez tout à l'heure, bien entendu, un moment pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas, des micros vont passer dans la salle qui seront désinfectés après chacune de vos interventions. Je le dis, ça va mieux en le disant. Mais n'hésitez pas à prendre la parole. On va toutefois commencer par faire un petit peu un point bilan. On sort d'une année municipale. Gilles Poux, on sait à quel point, voilà, le premier tour s'est tenu en mars, le second au mois de juin. L'équipe municipale a été installée dans la foulée. Une équipe municipale profondément renouvelée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau mandat et sur cette nouvelle équipe? Oui, on va essayer. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais saluer Stéphane Troussel qui est parmi nous, qui est dans notre équipe, mais aussi président du conseil départemental, puis l'ensemble des personnes qui sont là, que j'ai plaisir à retrouver. Dans une journée, le calendrier est ainsi fait, un tout petit peu particulière. C'est l'ouverture du procès de Charlie, de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. Et donc, bien évidemment, avec une pensée pour ces atrocités qui ont été commises à ce moment-là et où peut conduire les fanatismes et donc la nécessité de toujours faire appel à l'intelligence, à la construction collective, au débat. Chose que nous avons essayé d'ailleurs de porter dans cette élection municipale où nous avons eu la chance d'être élus dès le premier tour, nous. Donc c'est un nouveau mandat qui commence. Rien n'était à fait d'avance. Je crois que ce résultat, c'est le résultat d'une part de l'appréciation plutôt positive que la population de la Courneuve a pu avoir du travail que nous avons essayé de réaliser ces dernières années pour porter l'avenir de cette ville, essayer de la faire bouger dans le sens positif, pour protéger aussi les Courneuviens à travers des politiques de solidarité. Je pense par exemple au centre municipal de santé qui a joué dans cette période-là que nous venons de traverser un rôle tout à fait particulier, mais aussi en étant capable de se projeter pour être au cœur des enjeux de développement de la région Île-de-France et qui est en train, elle aussi, de bouger. Et puis, c'est aussi le résultat d'un travail que nous avons fait pendant de nombreux mois. Dès la rentrée de 2019, nous avons appelé les Courneuviennes et les Courneuviens à venir débattre, à venir nous dire ce qui allait pas, quelles étaient leurs attentes, de façon à construire un projet collectif qui soit à la hauteur des besoins, des attentes qu'il y a dans une ville comme la nôtre qui est d'un côté pleine de dynamisme, mais en même temps qui est confronté à des difficultés sociales particulièrement importantes. Et tout ça, ça nous a conduit à porter un programme. Je l'ai avec moi parce que ça va être notre livre de chevet pendant les 6 prochaines années. Vive la Courneuve, un projet construit avec vous parce que nous avons décidé de prendre le contre-pied des politiques nationales que nous subissons et qui creusent les inégalités, qui vont toujours vers les mêmes, vers les plus riches et qui
compte toujours chaque euro qui doit être distribué en termes de solidarité. Et donc, nous avons pris le contre-pied de ces politiques-là en affirmant des droits pour notre population, avec Amina de porter un projet de lutte contre la pauvreté qu'on connaît dans une ville comme la nôtre, pour porter des politiques de solidarité ambitieuses, pour, avec notamment Moudou, avoir un objectif excessivement ambitieux pour dire c'est un territoire qui se développe. Cette population ne peut pas continuer à rester indéfiniment à quai. Il faut qu'elle ait le droit de pouvoir avoir accès à ces emplois, de pouvoir être dans des dynamiques positives, de pouvoir relever la tête, reprendre espoir, y compris en s'appuyant sur cette volonté de transformer l'école qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, a tendance à ne faire que reproduire les inégalités. Et nous avons posé comme cap, comme objectif, le fait de dire il faut que l'école accompagne les enfants de cette ville dans un cursus de réussite, d'épanouissement individuel, pour prendre ces quelques axes. Et puis sur la volonté de porter un aménagement qui ne soit pas un aménagement dicté par les marchés, mais qui soit un aménagement dicté par de la qualité de vie, des lieux de vie aménagés, que ce soit en matière de qualité de logement ou d'espace public ou de services publics. Donc une vision de l'aménagement qui fasse la part belle au beau, mais aussi au développement durable, qui est aujourd'hui une question majeure, centrale, que nous avons décidé de porter dans notre programme. Et puis, un projet qui assume le fait que nous sommes dans une ville monde avec des populations issues de tous les continents, qui ont des cultures différentes, mais où nous avons la conviction que le vivre ensemble est possible, que nous pouvons et nous avons tout intérêt à nous rencontrer, parce que dans cette rencontre, c'est de l'enrichissement, et que dans cette rencontre, on veut aussi construire de l'égalité femmes-hommes pour en faire un vrai terreau de développement de notre ville. Voilà un petit peu les axes de travail que nous avons décidé de porter, avec en ligne de fond la volonté de faire de la participation citoyenne, et c'est un exercice ici parmi tant d'autres, un outil décisif, parce que on voit bien, y compris le résultat des élections le marque, l'abstention est une réalité, la coupure entre la politique, les politiques et les citoyennes de plus en plus importante, et c'est au fond les couches populaires qui payent le prix fort de cette coupure-là. Et donc nous voulons essayer de reconnecter tout ça avec une politique excessivement volontariste sur ces questions de la participation citoyenne. Et pour cela, nous avons une équipe renouvelée, que moi personnellement je suis excessivement fier de coordonner, parce que c'est une belle équipe. Il y en a à côté de moi, Nadia, Mélanie, André, une équipe renouvelée, une équipe qui est à l'image de notre ville. D'ailleurs, globalement, une équipe qui est voilà, issue de tous les quartiers, qui est issue de tous les continents, mais qui a cette volonté chevillée au corps de porter l'excellence, d'être dans une posture d'exigence, y compris vis-à-vis de notre travail collectif, et surtout qu'il y a plein d'envie, et c'est formidable, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et on reviendra sur toutes les envies justement que porte cette équipe municipale. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail de tout ce que vous aviez, de tout ce que vous nous avez présenté, un petit point sur ce lieu. On est ici au sein des anciennes usines KDI. C'est quand même peut-être assez intéressant que vous nous expliquiez pourquoi le choix a été fait d'ouvrir ce lieu publiquement ce soir et de tenir cette conférence de presse de rentrée ici. Je dirais que dans la maison de la citoyenneté, on aurait été 20 au maximum, et donc c'était pour pouvoir vous accueillir, tout simplement. Voilà. En temps de Covid, plus on a de la place, mieux c'est. Parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de place. Non, plus sérieusement, c'est un lieu qui est voilà, historiquement, qui était fermé parce que c'était une usine, et donc dans une usine, on ne rentre pas comme dans un moulin, et c'est tout à fait normal, qui est situé en plein cœur de ville, qui représente 5 hectares, situé à 100 mètres à peine de la mairie, et sur laquelle nous avons décidé de ne pas laisser le marché décider.
C'est-à-dire que quand cette usine a fermé parce qu'ils se sont regroupés, il y avait peu d'emplois. Il y avait une petite centaine d'emplois sur 5 hectares, ce qui est en gros, ce qui est quand même pas extraordinaire. Et donc, quand cette usine a fermé, on a décidé de ne pas laisser le privé faire une transaction directe, de façon à ce que la puissance publique acquiert ce bien, de manière à pouvoir maîtriser le développement de ce territoire et, dans ce cadre-là, essayer de penser de ce que pourra être le nouveau centre-ville de demain entre la gare du RER, qui est juste devant moi et derrière vous, la nouvelle gare des 6 routes qui va arriver aux 6 routes, comme c'est dit, la mairie. Donc voilà, il y a un vrai triangle là et qui va permettre de connecter tout ce quartier avec les autres quartiers environnants et créer les conditions d'accompagner l'aménagement, le futur de cette ville, y compris en prenant en compte les dimensions de développement durable, puisque aujourd'hui, vous voyez, tous les sols sont imperméabilisés. Demain, ça ne sera plus le cas. Il y aura des terres, de la pleine terre, et donc des fleurs, des arbres qui vont aussi pousser ici. Alors justement, Mélanie Davos, je le rappelle, vous êtes élue à la réussite éducative, à l'aménagement durable et au droit des sols. Alors cet espace-là de 5 hectares en pleine ville, et Dieu sait que j'imagine à quel point vous avez des municipalités voisines qui rêveraient d'avoir 5 hectares comme ça d'emprise en plein centre, comment va-t-il être transformé ? Je pense qu'il est allumé, non ? Il n'est pas allumé ? Si je parle, on m'entend. Ouais, on vous entend. Comment va-t-il être aménagé? Alors, on n'a pas 3 heures devant nous, mais je vais essayer de synthétiser. Gilles l'a dit, en fait, le vrai point clé de ce site, c'est que l'aménagement durable, il est au centre du projet, et pas seulement en termes d'espace vert, c'est qu'on a des ambitions en termes de production énergétique pour alimenter les bâtiments qui vont au-delà des normes et qui vont au-delà des attentes qu'on peut parfois avoir. C'est très technique, mais les nouvelles lois nous ont permis d'inscrire ça dans les documents. Bien évidemment, c'est un projet qui se construit sur le temps long et qui ne peut pas se construire sans les habitants. Donc il y a déjà eu plusieurs réunions publiques qui ont permis de travailler la question de ce site qui est immense, mais il reste beaucoup de chemin à faire, et donc il y a un gros travail de concertation qui va être mené dès la rentrée, quand on aura réussi à trouver une équipe à la hauteur pour accompagner ça, et qui va interroger les habitants sur qu'est-ce que doit devenir cet endroit, comment on imagine un centre-ville, parce qu'on en discutait en préparant la réunion, vous posiez la question d'un écoquartier, on vous a dit non, c'est pas un écoquartier, c'est tellement plus que ça, en fait, c'est le cœur de la ville qui va se construire ici. C'est pas juste un petit bout de quartier, c'est pas juste un petit bout d'aménagement. C'est vraiment construire un centre-ville. C'est construire un vrai centre-ville pour la ville de La Courneuve qui aujourd'hui n'existe pas. On le sait, la ville est scindée en plusieurs morceaux. On retrouve des petits pôles de commerce un peu partout, mais il manque un cœur de quartier. Et donc ça, les habitants de l'ensemble de la ville ont besoin aussi de se poser et de dire pour eux qu'est-ce que c'est un centre-ville. C'est inouï. Il y a très peu de villes en France, mais je dirais même en Europe, qui ont la chance de pouvoir se poser cette question-là. Donc évidemment qu'on va reconnecter les quartiers, qu'on va créer des équipements, mais voilà, on a tout à inventer en fait, et donc les réponses, elles ne sont pas complètement là. Oui, il y aura des logements, oui, il y aura plein de choses, mais tout est encore à rêver. Et donc c'est ça qu'on veut faire de ce centre-ville, c'est créer faire sortir l'imaginaire et le créer en vrai, comment on construit la ville de demain. Alors je crois que vous avez quand même quelques plaquettes que vous pourrez venir voir. En fait, il y a quelques petits panneaux qui vont pouvoir vous donner un peu des indices sur ce que pourrait devenir potentiellement ce futur centre-ville. Donc n'hésitez pas. Il y a Alexandre Cobé qui est quelque part dans la salle, qui est l'architecte, qui est ce qu'on appelle l'architecte coordinateur de la future zone d'aménagement concerté qui va concerner ce quartier et qui a, je dirais, commencé à penser quel pourrait être l'aménagement. Voilà, et qui est présent, mais il est là au milieu. Voilà, il lève la main. Bonsoir à vous. Donc, je comprends qu'effectivement, il va y avoir une grande concertation qui va être lancée à partir de la rentrée, dès que les équipes seront mises en place, et vous serez tous invités à imaginer, à réfléchir ce nouveau centre-ville. Alors, au-delà de cet espace-là qui nous accueille, on sait bien que hier et aujourd'hui a eu lieu la rentrée scolaire, dans des conditions... Alors, Jean-Michel Blanquer, le Premier ministre, nous ont dit que tout s'était normalement passé. On peut quand même dire que c'était
plutôt hors norme. Mais peut-être là-dessus, Mélanie Davot, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment s'est passée cette rentrée à la Courneuve pour les petits Courneuviens? Est-ce que du coup, ce contexte de Covid, de coronavirus, a des incidences en fait sur cette rentrée scolaire? Alors, c'en a, et certaines qu'on n'imaginait pas avant. C'est vrai qu'on était tous un petit peu comme ça en pré-rentrée. Et en fait, hier, les masques n'ont pas suffi à cacher la joie sur les visages de tout le monde, parce que tout le monde était ravi de rentrer. Il n'y a pas eu de couac. Moi, j'ai parlé avec des collègues au travail qui m'ont dit « Ah oui, nous, il y a la police qui a dû venir parce que les gens ne voulaient pas porter leur masque, des choses comme ça. » Nous, sur la Courneuve, on a eu des gens ultra responsables qui étaient contents d'être là. On a des équipes enseignantes qui étaient aussi ravies d'accueillir leurs enfants, enfin les enfants de ses parents. Voilà, c'était une rentrée joyeuse. C'était une rentrée à effectif quasiment complet parce que parfois, ça peut s'échelonner sur plusieurs jours. Les gens qui rentrent de vacances plus tard. Là, malheureusement, les gens ne sont pas partis en vacances. Et pratiquement tous les enfants sont rentrés. C'est vrai qu'il y a quelques parents, on ne va pas se le cacher, mais c'est moins d'une dizaine de familles qui ont vraiment peur encore de mettre leurs enfants à l'école et qui envisagent l'instruction à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible dans la loi, qu'il faut suivre de près. Mais globalement, toutes les familles étaient contentes d'être là. La rentrée n'est pas finie parce qu'il y a encore parfois quelques petites sections qui vont rentrer jeudi et vendredi. Mais évidemment que c'était une rentrée joyeuse parce qu'il y a aussi des très bonnes nouvelles et qu'on attendait. En fait, il n'y avait pas que la crise sanitaire derrière ça. Nous, sur la ville de la Courneuve, ce qu'on avait annoncé, c'est que notre programme s'était engagé à avoir 2 adultes par classe de la très petite section jusqu'à la classe de CE1. Et on y est quasiment. C'est-à-dire que dès la rentrée, au lieu d'avoir une ATSEM pour 50 enfants dans les moyennes sections, on passe à 1 par 25. Donc, en très petite section, il y a une institutrice, un instituteur et un agent qui l'épaule. En moyenne section aussi, en petite section. En grande section, l'État a été très vigilant sur notre territoire et a permis le dédoublement de certaines classes. Normalement, c'était quelque chose qui devait être formalisé à la rentrée, mais pour des raisons budgétaires, ils l'ont quasiment annulé sur l'ensemble du territoire, mais pas sur la Courneuve. Donc, il y a des écoles... Ça, c'est une sacrée victoire. C'est une super victoire et on a été accompagné avec l'inspectrice d'académie pour ça. C'est une victoire et c'est pas un hasard. C'est qu'on a quand même un maire qui s'est beaucoup battu pour ça et on a surtout des locaux qui le permettent, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. On a quand même des locaux de qualité. Alors, s'il y a des parents qui sont à Joliot-Curie, ils ne seront peut-être pas tout à fait d'accord sur cette question-là, mais on a beaucoup d'équipements scolaires qui permettent cela. Et donc, c'est des dispositifs expérimentaux qu'on peut faire sur nos villes parce qu'on a mis les moyens derrière. Dans les bonnes nouvelles, on a aussi l'accompagnement éducatif, donc pour faire simple, un peu l'étude du soir qui va être gratuit pour l'ensemble des familles. Donc voilà, on avait plein de belles choses à attendre de cette rentrée. Ça a été au rendez-vous. Et elle était plus que normale, en fait. Elle était joyeuse et les gens avaient besoin de refaire du lien, de se revoir, de se reparler. Et pour ça, ça a été une belle réussite. Et la vraie réussite, et pourquoi tout ça est possible, évidemment, je l'ai dit, les équipes enseignantes étaient mobilisées et je pense ravies d'être là, pour celles qu'on a rencontrées en tout cas. Mais on a eu des équipes municipales, nos services techniques, nos équipes d'entretien sur les écoles, qu'on fait le travail cet été, qui étaient là à la rentrée. Enfin, on peut que les saluer. C'est des personnes qui se sont données pendant la crise, pendant le déconfinement, pendant l'été, et dans des conditions pas toujours faciles, avec des incertitudes. Ils et elles ont été plus qu'à la hauteur, et si on peut tous les remercier ce soir, parce que c'est grâce à eux, quoi. Alors, on vient de vous entendre sur les actions, sur les ambitions autour de cette rentrée scolaire, et j'imagine du coup qu'il y en aura d'autres aussi sur le mandat. Peut-être nous expliciter quelles seront-elles. Et la question fondamentale, vous en parliez Gilles Poux à l'instant, la question elle est aussi celle des inégalités scolaires. On sait à quel point, prenons un chiffre, un enfant dans le 93 perd quasi une année scolaire à cause des profs non nommés ou non remplacés. Qu'en est-il de cette ambition ici ? Là encore, le chantier est vaste et large. Je crois qu'on met beaucoup de moyens. Enfance et éducation, c'est la moitié de notre budget sur la ville sur ces questions-là. Là où il nous manque encore une étape à franchir, c'est peut-être sur l'orientation des jeunes à la sortie du système scolaire classique ou
pas classiques, parce que là, on les perd un petit peu de vue, et c'est là qu'on voit qu'il y a les décrochages qui se font, parfois même plutôt dès le collège. Donc on va continuer à travailler sur ces questions avec l'ensemble des partenaires, parce que la spécificité quand même de l'éducation, c'est qu'il n'y a pas un acteur avec lequel travailler, il y a une multiplicité d'acteurs, de dispositifs, de gens, et c'est une bonne chose, mais voilà, c'est au cœur c'est dans le cœur de tous, l'éducation, et donc ça se traduit aussi administrativement à tous les étages, et donc c'est pas évident. Mais notre ambition, Gilles l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est vraiment de permettre l'émancipation, parce que l'école, c'est le premier endroit où cela est possible, et ça ne doit pas être l'effet inverse, c'est-à-dire le creusement des inégalités. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Je disais 2 adultes par classe parce qu'on sait que ça fonctionne, donc c'est une bonne solution, il faut y aller. Choyer nos équipes enseignantes et nos équipes pédagogiques, parce qu'on sait que, et les chercheurs le montrent en fait, plus les gens se sentent bien à un endroit, plus ils s'investissent aussi dans leur mission. Plus ils restent, moins il y a de turnover. Donc voilà, il n'y a pas une seule solution, il y en a beaucoup. Je l'ai dit, les directions académiques sont quand même très vigilantes sur nos territoires pour mettre quelques moyens supplémentaires, et ça, c'est pas un don du ciel, hein. C'est encore une fois des batailles politiques que la municipalité a menées. Donc on continue sur cette lancée, et je vous dis, le gros axe à travailler là, c'est quand même l'orientation et la suite, une fois qu'on est sorti de l'école. Gilles Poux. Oui, peut-être avec une attention quand même si on a eu des améliorations sur les réseaux d'aide à la Courneuve, où on a eu cette année plus de maîtres E et quelques maîtres G de nommés, ce qui est une nouveauté quand même sur la vie dans les réseaux d'aide, mais ils sont loin d'être au complet, les réseaux d'aide. Sur la médecine scolaire, où on est en train de travailler avec le Centre municipal de santé et l'éducation nationale, des process pour remettre en place une vraie médecine scolaire qui est de la responsabilité de l'éducation nationale. Et puis bien sûr, on va rester particulièrement attentif aux effectifs d'enseignants. Et après, on a la chance aussi d'être dans une ville où le département a fait le choix, et Stéphane est là, il en parlerait mieux que moi, de reconstruire le collège Jean Villard. Donc on va avoir aussi sur cette tranche de collégiens des locaux de bien meilleure qualité pour ce qui concerne le nouveau collège, enfin le collège Jean Villard, qui est en train d'être reconstruit et qui dans l'année scolaire va ouvrir. Et en plus, on ouvre un nouveau collège qui est en construction, un collège expérimental autour de la culture, qui se raccorde particulièrement bien avec le projet d'éducation artistique culturelle que nous avons mis en place en élémentaire. Et donc on essaye de tirer tous les fils, de faire converger les efforts de tous pour porter cette ambition, pour corriger ces inégalités qui sont prégnantes et qui pénalisent lourdement les enfants de cette ville. Et ça, on a décidé de ne plus accepter. Donc on va être dans cette vigilance, dans ces batailles politiques, parce que c'est une pression de tous les instants. Et on ne cédera pas là-dessus, quoi. Alors il y a un autre sujet sur lequel la question des inégalités est aussi criante, et l'actualité nous le rappelle encore et toujours, c'est la question de la sécurité. André Joachim, vous êtes donc élu à la tranquillité publique. Alors, l'un des combats sur les inégalités territoriales, et Gilles Poux, on a souvent parlé de l'atlas que vous avez rédigé au nom des Courneuviens sur ces inégalités dont souffrent en fait les habitants de quartiers populaires. La question en fait dans la défense des services publics, la question de la sécurité, la question de la police, la question de la justice, elle est cruciale. Vous avez obtenu quand même une remise à niveau de la dotation policière, et vous avez obtenu ce qu'on appelle un QRR, un quartier de reconquête républicaine. Alors déjà, peut-être vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi ça consiste, et surtout, comment est-ce que cela va se mettre en place? Bonsoir à toutes et à tous. Finalement, votre question recouvre au moins 3 sujets. À la fois la question des inégalités territoriales, à la fois le sujet donc des services publics, et puis de manière particulière le service public de la sécurité. Le maire a commencé par ça. Le maire a commencé par parler finalement de la période sanitaire que nous traversons, avec cette crise qui n'est pas totalement terminée et qui a montré encore de manière beaucoup plus accrue la manière dont les inégalités territoriales touchaient à des territoires comme le nôtre. Et
puisque nous sommes en période de rentrée, et Mélanie en a déjà beaucoup parlé là-dessus, mais c'est la question des inégalités face à l'éducation. Nos enfants à nous, mais beaucoup, ont finalement eu accès à l'école à la maison. Mais on sait tous ici que l'école à la maison n'est pas l'école. Et pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, ils n'ont pas eu accès au même accompagnement. Et ce sont finalement ceux de nos quartiers populaires, ceux de nos territoires, qui vont se retrouver en plus grande difficulté à cette rentrée que nous connaissons là maintenant. Et le maire le disait, et donc forcément, ça a recréé de la reproduction sociale. Il y a la question également des inégalités face à la santé. Et on peut être heureux que dans une ville comme la nôtre, la puissance publique, justement, se dote d'un équipement comme le centre municipal de santé, justement, pour faire en sorte de réduire l'écart entre les habitants et ceux qui ont besoin d'être dans un parcours de santé. Et puis, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur sur ce territoire par rapport au développement du territoire, c'est notamment la question des inégalités face à l'emploi et face à la rémunération. Parce qu'on sait bien que malgré les dispositifs qui ont été mis en place par ce gouvernement, ceux qui ont un petit salaire ont été ceux qui étaient les plus en difficulté, malgré tout, dans la période que nous avons connue. Et puis peut-être aussi, une fois de plus, dire de manière forte également que ce sont ceux qui ont les métiers les moins bien payés, qui ont été présents pour permettre à ce pays donc de continuer à fonctionner, notamment de nous permettre à nous de nous nourrir. On peut penser donc aux caissiers, aux caissières, on peut penser aux livreurs, mais on peut également penser aux éboueurs. Bien sûr, à partir du moment où je dis ça, je suis évidemment conscient que la question des inégalités sociales ne touche pas forcément la banlieue, forcément les banlieues, puisque ce sont les inégalités sociales, finalement, qui ont alimenté le mouvement des Gilets jaunes, parce que, évidemment, sur un certain nombre de territoires, bien entendu, nous avons donc des personnes qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail, Oui. qui tous n'arrivent pas les à vivre territoires. décemment de la retraite, parce que la retraite, elle est évidemment pas suffisante. Et également, ce sont des territoires qui sont touchés par un certain nombre de plans sociaux. Mais si, donc le deuxième sujet, c'est la question du QRR et la question de la sécurité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un QRR ? Donc ce fameux quartier de reconquête républicaine. Finalement, donc, c'est un dispositif pour venir en aide à des territoires de manière bien délimitée, pour faire en sorte donc de renforcer la présence des fonctionnaires de police, en tout cas en zone police ou en zone de gendarmerie quand on est en zone gendarmerie, de faire en sorte donc de lutter contre le trafic et notamment contre le trafic de drogue, toujours sur un territoire bien délimité, en tout cas de manière contextualisée. Et c'est également de développer une nouvelle relation avec la population, mais également un point qui me paraît important, c'est aussi de contractualiser avec les partenaires locaux. Et donc ça, c'est un point important. Et là, vous avez obtenu, donc, sur l'ensemble de la ville de La Courneuve, un quartier de reconquête républicaine, et ça se chiffre en policiers, si je puis me permettre, en policiers sonnants et trébuchants. C'est quoi, plus 25, c'est ça ? Plus 30. Plus 30. Plus 30. Plus 30. Alors, ce qui correspond à quoi ? 15% d'effectifs en plus. C'est 15% d'effectifs en plus. Mais alors, avec tout ce que je viens de décrire juste avant, c'est évidemment le besoin que nous avions sur le quartier des 4 routes. Oui. Un quartier... En fait, ça ne fait que remettre à niveau bien sûr. Ce que l'État en fait, ne fournit pas de matière normale aux autres territoires qui sont pour le coup plus dotés par rapport à leur population. C'est ça, c'est un rattrapage. Alors, à la fois c'est un rattrapage, mais à la fois c'est une nécessité. Sachant que le commissariat donc, de La Courneuve, c'est un commissariat évidemment qui prend en charge 3 villes. Et que depuis des années, nous demandons qu'il y ait ici un commissariat de plein exercice pour une ville comme La Courneuve.
Et donc, il y avait nécessité de faire en sorte que sur un quartier comme les 4 Routes, qui est un quartier, évidemment, où il y a un passage important, c'est plus de 40 000 usagers par jour, à la fois des usagers des transports en commun, mais à la fois également des usagers donc des 2 grands axes routiers que nous avons, un quartier commerçant important, puisque c'est un cœur battant, en tout cas, du commerce de la ville. Et c'est un quartier qui a vu l'arrivée, maintenant, il y a environ 2 ans, de vendeurs de cigarettes à la sauvette, et qui ne faisaient pas d'ailleurs que vendre des cigarettes, qui étaient évidemment consommateurs de substances illicites, qui se livrent évidemment, en tout cas, à des activités qui créent une nuisance importante sur ce quartier. À la fois, on peut parler donc d'agression, on peut parler y compris de pression, notamment sur les commerçants. Donc évidemment, tout ça a créé un climat à la fois détestable et à la fois insupportable pour tous ceux qui vivent dans ce quartier, à la fois les habitants, mais à la fois ceux qui viennent là travailler, ceux qui prennent les transports. Donc il était nécessaire. Donc il était nécessaire que nous ayons ce rattrapage. Et donc je suis heureux de vous dire ce soir que depuis hier, nous avons l'arrivée donc de 30 policiers supplémentaires à la Courneuve, en tout cas qui se partagent. Depuis hier, ah oui, donc c'est depuis le 1er septembre. Depuis hier, et ils ont pris, et ils sont dès ce matin là, ils sont donc sur le terrain et sur une amplitude assez importante, c'est 7 jours sur 7, et c'est de 7h40 à 23h40. Et ces 30 policiers se partagent en 27 plus 3, 23 plus 7, 23 sur la voie publique et 7 pour faire du judiciaire. Et bien sûr, donc sur un quartier bien délimité, donc les 4 routes, qui va aller en gros, pour ceux qui connaissent bien la ville, de la rue Rateau jusqu'à la rue des Prévoyants, et dans l'autre sens, donc du boulevard Raspail, de la rue Raspail, à la rue Maurice Lachâtre, Daniel Mitterrand, etc. Donc bien sûr, en prenant dans ce périmètre-là, naturellement, la Cité des Fleurs. Merci beaucoup. On voit qu'en fait, ces moyens policiers supplémentaires, Gilles Poux, sont extrêmement importants. Enfin, ça a été, j'imagine, une grosse bataille pour obtenir ça. Qu'est-ce que vous en attendez? Comment, malgré tout, on doit continuer à se mobiliser pour faire en sorte que voilà, ça ne se déplace pas, qu'il n'y ait pas en fait, d'autres poches? Comment on s'organise? Je crois que c'est la démonstration, et André le disait, c'est la démonstration que quand on ne baisse pas les bras, quand on ne cède pas, quand on ne se fond pas dans une certaine fatalité, on peut faire bouger les choses. C'est une bataille que nous avons engagée depuis maintenant 2 ans. On aurait aimé que ça aille plus vite, mais la persistance de l'action a permis que les choses bougent, et ça va être une vraie bouffée d'oxygène, parce que quand même une jeune femme, je prends une jeune femme qui arrivait le soir à 8h, qui rentrait de son boulot, ou à 9h du soir, et qui sortait de la bouche de métro, et qui se retrouvait face à 2 ou 3 personnes qui étaient souvent soit alcoolisées, soit sous l'effet de stupéfiants, relativement agressifs. C'était quand même pas très agréable. Et donc c'est l'occasion de faire revenir une vie, entre guillemets, un peu normale dans ce quartier. D'ailleurs, on va aller sur place avec les élus le 17 septembre pour distribuer un flyer, pour montrer que, pour pas laisser que la police faire, mais pour dire, voilà, nous aussi, les citoyens, on veut se réapproprier cet espace. C'est vraiment l'idée de reconquête. Qui est un espace de vie, qui doit rester un espace de vie, de convivialité, de rencontre, y compris on va essayer de travailler avec les commerçants pour qu'on soit dans une même dynamique partagée, de manière à ce que ces personnes, on ne soit pas dans une espèce de chasse comme ça, à se poursuivre les uns les autres, mais qui comprennent qu'ils n'ont pas d'avenir sur ce quartier-là. Et en même temps, on va essayer de travailler avec les services sociaux pour regarder s'il n'y a pas des alternatives à proposer à ces personnes-là qui sont aussi quelque part, je dirais, le résultat d'une société qui dysfonctionne et qui produit aussi ce type d'attitude, de comportement, pour être aussi dans un possible accompagnement. Et ça, on va le faire avec
je dirais que ce soit le CLSPD, que ce soit Conseil de prévention de la délinquance, qu'on va refaire vivre, de manière à pouvoir avoir un travail complet de répression et d'assainissement de la situation, mais en même temps pour travailler sur la prévention, pour qu'on ne reproduise pas dans un an, s'il y a des mouvements d'effectifs de police, qu'on se retrouve dans la même situation, mais qu'on puisse être dans cette conquête saines d'espaces de vie qui reprennent leur place. Et d'ailleurs, dans les projets qu'on veut porter dans cette première année, notamment dans ces 18 premiers mois de mandat, c'est que parallèlement à ça, on veut aussi faire un effort, notamment avec sous la responsabilité de Rachid Maïza, de remettre un petit peu d'ordre dans l'espace public, redonner un cadre plus lisible, de façon à ce que tous les usages tirent ce quartier, qui est un quartier de vie excessivement important, mais que tout cela soit tiré par le haut, quoi. Alors, on le disait en introduction, vous le rappeliez encore à l'instant, André Joachim, on traverse une crise sanitaire sans précédent. On a vécu un confinement. Alors, tout le monde n'a pas été confiné, vous le rappeliez. Il y a ces premiers de corvée qui se sont retrouvés en fait en tête de gondole, si je puis me permettre, pour faire fonctionner l'économie, qui nous ont permis, ceux qui ont eu la chance, si je puis dire, d'être confinés, de pouvoir télétravailler, de fonctionner. Ils ont aussi payé un lourd tribut à cette crise sanitaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 180% de surmortalité sur le territoire de Plaine Commune. Où est-ce qu'on en est, Gilles Poux, de cette situation sanitaire? Qu'en est-il 5 mois après ce confinement? Quel bilan vous pouvez tirer de cette période? On a connu une crise inédite dans l'histoire. Dans notre histoire. Pour vous dire les choses telles que je les ai vécues, quand j'ai vu qu'ils confinaient en Chine de la façon dont ils le faisaient, je me suis dit c'est de la folie furieuse, ça se fera jamais ici. Et puis un mois après, on faisait la même chose, un mois et demi après, on faisait la même chose. Ça me semblait complètement surréaliste. Malheureusement, l'acuité de la crise, la défaillance de notre système hospitalier qui a été asséché ces 15 dernières années ont conduit à prendre ces décisions pour éviter encore plus le pire que nous avons déjà connu. Et donc, oui, on a été en souffrance, dans l'urgence, avec la population de la Courneuve qui a payé un lourd tribut à cette maladie. Et heureusement que nous avions sur un site comme la Courneuve un centre municipal de santé qui a permis que la relation humaine, le secours, l'attention puissent être là et l'accompagnement puisse être là. Et moi, je voulais saluer le travail qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, objectivement, on est dans une situation qui est plus maîtrisée. On n'est pas dans cette aiguisement qu'on a connu au mois de mars et d'avril. On sent que les choses sont apaisées de ce point de vue-là, maîtrisées. On est dans une situation qui doit nous amener à préserver encore ces gestes de distanciation physique pour essayer de limiter la propagation, puisque comme il n'y a pas encore de vaccin, cette maladie, il y a des queues de maladies qui peut créer les conditions que ça reprenne, et donc il faut qu'on reste attentif. Mais on est dans une situation aujourd'hui plus apaisée. On le voit dans les visites au centre municipal de santé, chez les médecins, on n'est pas dans une situation aiguë. Je ne sais pas si Julien Le Breton est là, qui est le médecin directeur, qui est là-bas. Peut-être tu peux nous dire un mot comme en tant Venez nous rejoindre, en tant que médecin. Oui, attendez, le micro vient vers vous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, Monsieur Le Breton, c'est vous qui avez la chance de diriger ce centre municipal de santé. La chance, oui, effectivement. Je vous en prie. Non, mais pour faire un point sur la situation, c'est vrai que c'est une épidémie qu'on n'a jamais connue. Ça a été rappelé là, par Monsieur le maire. On est obligé d'arrêter le pays pour contenir cette épidémie.
Mais si on reprend un peu le déroulé, maintenant qu'on connaît mieux, eh bien, il est probable qu'en octobre-novembre, il y ait eu les premiers cas importés en France et que petit à petit, la diffusion se fasse et que donc on ait dû gérer une crise très forte à un moment un peu spécial. Depuis, les choses ont beaucoup changé parce que la population s'est appropriée ces nouvelles conditions de vie qui ne sont pas faciles, mais les progrès qui ont été faits en santé publique par la population sont énormes. Nous, on le constate. Se laver les mains, les mouchoirs uniques, ne plus se faire la bise, des gestes simples et qui sont un peu crève-cœur de plus les faire, mais qui, pour la santé, sont très importants et qui permettent de contenir l'épidémie. Actuellement, donc, on sait qu'on doit vivre avec cette épidémie. L'idée, c'est comme ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'on ne monopolise pas tous les moyens de l'hôpital et qu'on ne les déborde pas, parce qu'on ne pourrait pas apporter les soins. Et on sait maintenant, même si on ne connaissait pas grand-chose sur ce virus, qu'on peut changer l'issue grâce à des traitements. Alors bien sûr, c'est encore une maladie qui est potentiellement mortelle, mais qui est mieux traitée. Et donc on est mieux armé pour y faire face. Et donc c'est un problème de nombre, c'est un problème de moyens. Et donc voilà, s'imposer les gestes barrières, c'est permettre une diffusion lente du virus, et c'est ce qui actuellement est le cas. Alors on vient de passer une période de congé, qui est une période de brassage. Chacun va dans des territoires et revient, donc c'est ça aussi qui permet une grande diffusion du virus. Donc on est très attentif en cette rentrée pour pas avoir une explosion. Mais là encore, ce qu'on constate, nous, c'est que finalement, on a quelques cas, mais on a très peu de cas graves, il y a très peu d'hospitalisations. Donc on est dans une situation qui est contrôlée. Maintenant, bien sûr, le virus est là. Une des issues, ce serait un vaccin qui permettrait d'éteindre le virus, mais ce n'est pas sûr. Une autre issue, c'est qu'il y a des virus qui s'éteignent tout seuls. Nous, le scénario auquel on se prépare, c'est de vivre encore quelques mois jusqu'à ce qu'une campagne vaccinale puisse vraiment atténuer massivement la présence du virus. Et en attendant, les tests, les gestes barrières, les tests, les gestes barrières. Oui, voilà. Alors, il y a plein de choses qui sont dites et parfois contradictoires. Je sais qu'il y a des débats, on entend beaucoup de choses. Quand même, rappeler que le plus simple, c'est de se laver bien les mains. C'est de ne pas se faire la bise, effectivement. C'est d'utiliser des mouchoirs à usage unique. C'est de garder une certaine distance. Voilà. Après, il faut discuter ensemble de qu'est-ce qui est raisonnable pour pouvoir mener une vie normale et prendre toutes les précautions. Donc c'est en ça où le débat se fait dans la société pour savoir dans chaque activité quelles sont les choses les plus appropriées. Et parfois, vous voyez, par exemple, sur les enfants, c'est naturellement la société sans les enfants fragiles, alors que on sait que c'est une maladie qui touche mortellement plutôt les personnes âgées. Donc voilà, mais on sait aussi que les enfants, c'est un réservoir habituel de virologie. Donc, comme on avance petit à petit avec ce nouveau virus, c'est un mix. Et donc, pardonnez-nous, du point de vue des données médicales, de ne pas être aussi clair, aussi péremptoire que ce que exigerait la situation. Mais voilà, je pense que maintenant, tout le monde est dans le jeu. Tout le monde a bien compris que c'était pas simple, mais qu'en même temps, moi, ce que je vois, c'est une population, y compris à la Courneuve, qu'il faut féliciter parce que tout le monde joue le jeu. Et voilà, on va mener des actions aussi de promotion de la santé, de promotion, d'explication et de pédagogie. Mais d'ores et déjà, quand même, le pari est gagné, en espérant. La seule chose qu'on ne peut pas écrire, c'est la suite. En espérant que ça continue, donc. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Le Breton. Donc, pour revenir, je crois que donc faut qu'on soit responsable, donc des attitudes responsables, comme vient de l'expliquer Julien, mais en même temps, il ne faut pas qu'on tombe dans le catastrophisme. Oui. Je serais tenté de dire que
Masquer, pour autant, ne veut pas dire bâillonner. Parce que on est quand même dans une situation où cette crise va avoir des conséquences sociales terribles. Et donc, c'est pas parce qu'on est masqué, parce qu'il y a besoin d'avoir des distanciations physiques, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas se rassembler pour réfléchir, agir et créer les conditions de ne pas accepter de passer au rouleau compresseur d'une crise où, on le sait, et André le soulignait tout à l'heure, c'est d'abord les plus fragiles qui vont passer à la casserole, excusez-moi l'expression. Et donc, il faut qu'on soit dans une posture qui nous mette dans une position de résistance par rapport à ça, pour dire on est un territoire, on a des populations qui ont déjà beaucoup payé. Payé pendant cette crise sanitaire, mais payé avant dans les conditions de vie qui leur est faite. Et on ne peut pas accepter que, parce qu'il y a ce virus, parce qu'il y a une crise économique qui risque de pointer son nez, que ça justifie une nouvelle dégradation de la situation de nos populations. Il faut absolument qu'on soit dans une posture de résistance et de propositions alternatives. De ce point de vue-là, quand je regarde le plan de relance qui semble qui va être... Il est annoncé demain. Il est annoncé demain par le Premier ministre. Annoncé demain. Moi, je peux me féliciter que le gouvernement décide de mettre des moyens, mais quand je vois que ce qui semble être annoncé dedans, qu'on va mettre par exemple 7 milliards pour supprimer l'impôt qu'on appelle le CVAE, l'impôt économique. Quand on sait que cet impôt ne touche que les grosses sociétés, c'est-à-dire celles qui ont les reins les plus solides, je me dis que peut-être dans la répartition de ces moyens, on pourrait privilégier davantage la relance du pouvoir d'achat, notamment dans les milieux populaires. Ce n'est pas les 100 € de prime de rentrée qui vont faire la rue Michel et qui vont permettre d'exonérer ce gouvernement d'une relance économique qui s'appuie aussi sur la consommation. Pour renforcer les services publics, on l'a posé en termes d'égalité par rapport à la situation, pour là aussi offrir des opportunités d'emploi, de dynamique qui vont permettre d'apporter des mesures qui vont accompagner nos populations dans, je dirais, leurs conditions de vie. Donc, il va falloir qu'on soit, de mon point de vue, dans cette posture, et je le redis, masquer, ça ne veut pas dire bâillonner, donc ne nous retenons pas de pouvoir agir ensemble. Donc j'entends la résistance, j'entends même la nécessité en fait de faire du collectif pour combattre. On voit à quel point, vous le rappeliez, la pression sur le gouvernement, sur les autorités permet en fait d'arracher un petit peu des victoires. Après, il y a aussi, si je puis dire, voilà, le rouleau compresseur du traitement médiatique qui n'aide pas. Cette voix des habitants, cette voix des classes populaires, vous rappeliez les gilets jaunes aussi sur les ronds-points, les manifestations qu'on a pu avoir autour des questions de discrimination ou de violence policière au mois de juin dernier. Comment est-ce qu'on accompagne ça? Est-ce que là aussi, ça fait partie dans une relance en fait d'un pays qui va connaître une crise qui semble être, voilà, qui s'annonce et qui risque d'être extrêmement violente? Là aussi, ça fait partie en fait des choses qu'il va falloir accompagner? Oui, tout à fait. Mais on voit bien comment les choses peuvent bouger quand on regarde comment les informations ont traité, par exemple, au départ, le comportement de la jeunesse. Le comportement de la jeunesse était des irresponsables. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'est beaucoup de jeunes qui faisaient vivre ces valeurs de solidarité, qui allaient porter secours aux voisins, à la voisine. Et donc, on voit bien que comment on peut faire bouger les lignes, y compris sur l'appréhension qu'on peut avoir d'un phénomène, d'une réalité. Et c'est la bataille qui est devant nous aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on soit dans cette volonté-là de lucidité, de responsabilité par rapport à la nécessité d'être attentif, mais en même temps de ne pas rabaisser sur nos ambitions parce que nous avons la légitimité de demander un peu plus de justice, un peu plus d'égalité, un peu plus d'attention, parce que ce n'est que justice que tout cela. Et sortir effectivement de l'éternelle stigmatisation des populations de quartiers populaires. Alors justement, sur les jeunes, on sait à quel point
voilà, ils vont payer aussi un lourd tribut à cette crise. Certains n'ont pas pu passer véritablement le bac. On se demande dans les universités encore comment la rentrée va pouvoir s'opérer. La rentrée chez les primaires, collèges, lycées va démarrer. On va voir comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, on sent que l'horizon s'est un petit peu obscurci. Nadia Chaboun, je rappelle que vous êtes déléguée aux droits de la jeunesse. Comment on peut accompagner cette jeunesse à la Courneuve? En plus, c'est une majeure partie de la population qui a moins de 30 ans. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais vous allez nous le rappeler. Comment on fait pour les accompagner dans des moments en fait, où l'horizon s'assombrit? Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez dit, la jeunesse courneuvienne a été fortement touchée par cette crise. Et donc l'ensemble des équipes, donc le service jeunesse et notamment la CJ, a dû retravailler son organisation justement pour répondre au mieux aux besoins des jeunes, en mettant en place des actions justement pour accompagner la jeunesse courneuvienne. Et durant toute cette période estivale, des actions ont été menées, notamment sur la question de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Au niveau concernant les actions, on a une première action qui a été mise en place donc, par le PIGE, le point information jeunesse, la semaine de job d'été. Donc 139 jeunes qui ont été accueillis sur cette semaine. Il y a également une première action de recrutement qui a été organisée au mois de juillet avec la société O2, où ce sont 39 jeunes qui se sont présentés lors de cette journée. Et concernant la question de la formation, c'est 6 jeunes courneuviens qui ont été recrutés pour la formation d'animateurs sportifs, qui est reconnu par l'État. Et c'est un projet qui fait écho au JO 2024. Ensuite, il y a également la poursuite de la formation au secteur de l'animation, donc qui va permettre à 18 jeunes de pouvoir se former sur ce secteur. Mais également l'accompagnement donc sur la formation diplôme d'État d'accompagnateur pour les enfants en situation de handicap. Donc c'est 10 jeunes qui intégreront une formation diplômante et rémunérée dès le mois d'octobre. Tout ça, ce sont des actions qui ont été menées donc et d'autres actions par le service jeunesse et notamment l'ACJ, donc l'accompagnement citoyenneté jeunesse. Et il y a également l'insertion, au niveau de l'insertion, un recrutement de 6 conseillers pour pouvoir continuer à accompagner les jeunes et renforcer les équipes. Et au-delà de ces actions, donc il y a le dispositif Réussir sa rentrée, anciennement SOS Rentrée, qui va continuer à aider à accompagner les jeunes, les jeunes qui sont en difficulté d'orientation ou d'affectation, et les accompagner dans leur démarche et leur recherche d'orientation, de parcours supérieur. Donc toutes ces actions ont été menées durant toute cette période estivale, mais elles vont continuer au-delà, après la rentrée. Et c'est un ensemble, la jeunesse courneuvienne, c'est 30%, elle représente 30% de la population courneuvienne. Il y a un réel besoin, les jeunes courneuviens ont besoin qu'on les soutienne, ont besoin qu'on les accompagne. C'est vrai que c'est une population qui subit quand même les inégalités, les discriminations. On doit être présent pour les accompagner sur la question, que ce soit de l'emploi, de la formation, de la santé, du logement. On doit être présent et les accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai que 30%, c'est quand même énorme sur une population. Nous, on a besoin des jeunes pour avancer. On a besoin de ces jeunes-là pour évoluer, avancer et travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on ne pourra jamais avancer. Et donc, on a besoin de vous, les jeunes, pour continuer à travailler sur toutes ces questions. Et j'ai juste envie de finir en envoyant un petit message à tous ces jeunes, en leur disant qu'il ne faut pas se sous-estimer, il faut continuer à y croire. Malgré les difficultés, il faut continuer à se battre. Ne vous sous-estimez pas et ayez confiance en vous. Et ça ne pourra nous emmener qu'à la réussite. Et ensemble, on pourra réussir. Et la réussite appartient à tout le monde, pas seulement à une certaine catégorie de population. Donc, ensemble, on va y arriver, on ira vers la réussite. Merci beaucoup.
Et on sait à quel point ce genre de discours en fait permet parfois de faire sauter un peu le plafond de verre et l'autocensure qui conduit ces jeunes souvent à accepter l'échec. Et c'est ça qui est effectivement important. Alors, il y a 2 micros dans cette salle et vous allez tranquillement lever la main et on va maintenant vous passer la parole. Alors là, avec les spots et le machin Madonna là, hop. Est-ce que... Alors, je pense que c'est une dame, c'est 2 dames là, je crois. Hein. Je suis désolée, mais alors derrière les masques, avec... oui, je vous en prie. Là, madame, levez la main. Ouais, super. Bonsoir, est-ce que vous pourriez vous présenter? Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir à tous. Christelle Gallo, j'habite à La Courneuve dans le quartier des 4 Routes depuis maintenant 5 ans. J'avais une petite parenthèse à faire sur les questions sécurité et salubrité publique. Donc effectivement, on a rappelé que depuis 2 ans, le quartier des 4 Routes se dégrade un petit peu. Je ne partage pas tout à fait l'analyse, ou en tout cas les propos du maire, c'est-à-dire quand on prend l'exemple de la femme qui se fait un petit peu embêter, je ne dirais pas que ce n'est pas tout à fait normal, c'est juste inacceptable. C'est inacceptable en 2020, c'est inacceptable pour La Courneuve parce qu'on ne l'a jamais vécu. Et voilà, pas plus tard que la semaine dernière, ça a été à 3 reprises, je me suis fait interpeller et c'était de l'agression à la fois verbale et physique. C'est-à-dire que je refuse leur paquet de clopes et c'est concrètement, est-ce que tu veux une baffe à la place? Voilà, c'est un peu ça la réalité. Donc pour les femmes, en tout cas, de la trentaine qui prennent le métro tous les jours. Et je voulais vous interpeller aussi sur une autre situation, au quartier des 4 Routes, qui est... les crackers qui arrivent, puisque la colline au crack a été démantelée et depuis une semaine, il y a des fumeurs de crack côté lycée, entre le lycée et le parc avenue Jean Jaurès. Et cette situation, on l'a connue l'année dernière lorsqu'ils ont vidé la colline au crack, mais de manière très temporaire. Voilà, on en a rencontré 1 ou 2 par-ci par-là. Là, la colline au crack va être vidée de manière régulière puisqu'il y a des travaux pour les JO. On sait que les crackers ont investi Rosa Parks. Ce qu'on craint concrètement, c'est qu'ils investissent aussi La Courneuve et je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes à gérer pour pouvoir en plus gérer ces questions de salubrité et de sécurité publique. Et donc ma question était, est-ce que vous avez eu connaissance de cette nouvelle situation aux 4 Routes, d'autant qu'il ne faut surtout pas laisser le problème s'installer dans la mesure où, avec les travaux dans le 18e, la colline sera systématiquement vidée et c'est un problème qui va très certainement durer pendant un certain temps. Donc du coup, on voulait savoir quelles étaient les actions éventuelles de la mairie pour toutes ces questions de sécurité et de salubrité publique, au-delà bien évidemment des renforts de police que l'on salue, parce qu'en fait, on pense concrètement que la police seule, de toute façon, ne pourra pas résoudre toutes les difficultés. Hein. On a aussi l'ASE qui doit être mobilisé. Donc on aimerait savoir quelles étaient les actions que vous envisagez et à quelle échéance. Merci. Merci beaucoup. On va prendre, si ça vous va, une salve de questions. Alors, de ce côté-là, je ne vois pas. Il y a une dame juste à côté. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'interviens au titre de citoyenne, tout simplement. Alors, mettez bien le micro devant votre bouche, on ne vous voit pas. D'accord, ok. Merci pour la suggestion. Donc, je me présente, je suis Razika Kershuni, j'interviens en tant que citoyenne. C'est déjà largement suffisant. Accessoirement, président d'une association CLCV qui s'est structurée en centre-ville. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, déjà, parce que ce lieu est effectivement chargé, pour moi, d'histoires de travailleurs qui ont œuvré. Je crois qu'il est chargé d'émotions pour ma part. Voilà, je tenais à le partager avec vous. Par contre, lors de cette présentation, j'ai cru comprendre, et ôtez moi d'un doute, n'hésitez pas à me corriger le cas échéant, qu'il y aurait une proposition d'une énergie alternative. Si oui, laquelle? Voilà, est-ce que ça serait éventuellement la géothermie? Ça, c'est...
Pour la requalification de la zone, c'est bien ça? Non, c'est en fait qu'il serait aussi, il y aurait une possibilité d'énergie renouvelable. Ah oui, mais pour la requalification du centre-ville, pour toute la zone dont on parlait tout à l'heure, dont les usines, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Par ailleurs, juste parce que pour le coup, j'habite le centre-ville, hôtel de ville, station tramway 1. Nous avons eu à déplorer la mort d'un médecin très connu, en tout cas très apprécié des Courneuviens, qui s'appelle Dr Aloun. Éventuellement, on n'a pas eu l'information, j'ai beau scruter et j'ai beau avoir une amie qui travaille à l'ARS, j'ai pas eu l'information sur le nombre de morts sur la ville. Non pas par curiosité morbide, mais c'est juste pour avoir par rapport au niveau national. Ça, c'est si possible d'avoir un chiffre. Par ailleurs, je suis franchement content d'être venue parce qu'effectivement, Madame la commissaire, Madame Dagnon, nous avait informé effectivement d'un dispositif, d'un renfort des forces de police et nous sommes contentes que ça fasse partie de la 3e vague. Attendez, je termine juste ma question. Et sur, dernière, s'il vous plaît. Et sur le parking du centre-ville, nous avons eu un incendie le 21 juillet qui aurait pu avoir des conséquences humaines lourdes. Nous avons saisi le commissariat par mail avec des photos, des éléments factuels portés au dossier, structurés. Et là, il y a 3 interlocuteurs, semble-t-il, et j'aimerais que juste la part de la municipalité soit éclairée, puisque c'est un parking public. Et nous saisirons, bien sûr, les 2 bailleurs concernés. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple, dans ce coin-là? Oui, je vois rien, donc je laisse... Bonsoir. Bonsoir. Donc, Ali Djouara, donc je suis citoyen engagé sur la ville de La Courneuve depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Donc, j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit et je suis content que la ville continue de se transformer, notamment dans ce lieu, j'ai envie de dire, emblématique. Maintenant, la question que je me pose plusieurs questions, dont la première qui est liée au fait de à qui va profiter les prochains travaux, les prochains aménagements ici, à KDI. On nous parle de 25 hectares, on nous parle de plusieurs millions d'euros d'investis, etc. Mais je n'ai pas eu l'impression que les Courneuviens ont été concertés dans ce projet. Je n'ai pas eu l'impression qu'on les implique dans ce projet. En tout cas, quelle part de logements sociaux seront attribués à ce projet, et ainsi de suite. Ça, c'est la première question. Vous aviez parlé tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai cru entendre parler de géothermie. Et ben, ça me pose une question aussi, puisqu'on a évoqué la géothermie comme étant un dispositif un peu révolutionnaire qui permettra de faire énormément d'économies, etc. Et au final, les locataires des logements sociaux n'ont jamais vu leur facture, leur charge baisser, alors qu'il y a eu la géothermie qui a été mise en place à La Courneuve. Donc c'est une réelle question que je me pose. À qui profitent ces économies en matière de géothermie? À qui profitent-ils? Merci. J'ai fini, il y a quelqu'un qui a parlé quand même. Pardon? J'ai fini juste 2 secondes. Oui, voilà. Je vous en prie. Et la dernière question, je la pose notamment puisqu'on parle de charges, etc. Dans le programme municipal, dans le nouveau programme municipal, il a été noté que la municipalité organisera des référendums sur des questions importantes. D'accord? Et moi, j'ai en tête que sur les 2 derniers référendums qui ont été organisés ici à la ville de La Courneuve, il y en a eu un sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, d'accord? Et le oui l'a emporté, et un autre sur la création ou non d'une police municipale, avec la question suivante: est-ce qu'on crée la police municipale et on augmente les impôts? C'était un truc un peu comme ça. Et aujourd'hui, j'entends dire et j'entends qu'on se félicite qu'on ait plus de policiers municipaux, etc. Mais est-ce qu'on a augmenté les impôts ou pas du coup? Et comment on a pu économiser, puisque c'était une question très importante. Et aujourd'hui, je trouve ça un peu bizarre qu'on se dise tiens, il y a une police municipale, on va augmenter encore les moyens de la police municipale, etc. Alors qu'il fut un temps, cette question de la police municipale engendrait indéniablement une augmentation d'impôts pour les Courneuviens. Donc, super. Qu'en est-il? Merci beaucoup. On répond à ces 3 salves et puis on essaye d'en reprendre 3-4 après. Alors,
Mélanie, peut-être pour démarrer. Sur la question de sécurité, tu dis un mot, André, puis Mélanie sur les questions d'aménagement. Comme ça permettra que... Oui. Sur, en tout cas, les questions de sécurité. Moi, je ne pourrais absolument pas dire autre chose qu'effectivement qu'il est insupportable, qu'il est acceptable que certaines personnes ne puissent pas traverser de manière sereine l'espace public. Ça, évidemment, nous partageons évidemment ce sentiment, et c'est bien la raison pour laquelle, à partir du moment où l'État ne répondait pas à notre demande, que nous-mêmes, les élus, accompagnés d'ailleurs d'un certain nombre d'habitants, nous avons mené un certain nombre d'actions sur le quartier donc, des 4 routes, justement, pour sensibiliser à ce fléau qui, bien sûr, excusez-moi l'expression, mais qui pourrissait la vie de tous ceux qui vivent dans ce quartier. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, la question du QRR, c'est bien évidemment le renforcement de la police, en tout cas de la police, sur un quartier donc bien délimité. J'ai donné, bien entendu, un peu l'envergure donc de ce territoire, du territoire sur lequel allait se déployer ce QRR. Et l'idée, c'est bien entendu, c'est de lutter contre toutes les formes de trafic qui pourront se développer donc sur ce quartier, et y compris le trafic donc du crack. Et l'idée, bien sûr, l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de faire en sorte, justement, que l'ensemble des Coneviennes et des Coneviens puissent profiter à la fois donc de l'ensemble de lieux de respiration, mais des aménagements des espaces publics tels que nous le pensons, tels que nous le concevons, y compris souvent d'ailleurs, avec en tout cas en prenant l'avis donc du public. Et donc la première des choses que nous allons faire, puisque le QRR, je l'ai dit, se met en place à partir de ce matin, c'est d'abord de mesurer l'impact, évidemment, de la présence policière. 2, j'ai dit également que l'un des piliers du QRR, c'était aussi la contractualisation avec les partenaires locaux. Et donc, évidemment, qui dit contractualisation, ça veut dire qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs. Et donc, ça sera de mesurer, évidemment, la manière dont les objectifs que nous aurons fixés vont bouger dans le temps. Alors, évidemment, ils sont en place. Faut qu'on se dise les choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'assainir très clairement, en tout cas, le quartier, compte tenu, évidemment, de ces mésusages, de ces trafics. Mais sans doute que ça prendra un peu de temps, quoi. Peut-être que là-dessus, si je reprends ce que dit Madame sur cet aspect en fait de Paris est tranquillement en fait en train de vider la colline au crack, et comme souvent, je me fais le porte-parole de Madame, ça passe le périphérique et ça se termine ici. Comment faire en sorte pour que peut-être, est-ce qu'il y a une solution possible ou pas? Alors, il n'y a pas de solution miracle. La première des choses, je préfère le dire comme je le pense, c'est d'abord ramener la tranquillité pour les habitants de la Courneuve. Ça, c'est la première des choses. Et je crois que sur cet objectif-là, il faut que nous soyons clairs. Deuxième chose, c'est à chaque fois où cela sera possible, bien entendu, voir comment, avec d'autres partenaires, nous serons en capacité de porter aussi des actions sociales pour accompagner ces personnes-là. Mais d'abord et avant tout, le premier objectif, c'est de ramener la tranquillité pour les habitants de notre ville. Et donc, ces effectifs de police supplémentaires, les 30 qui sont arrivés hier, potentiellement, c'est ce qui sera peut-être pas la solution miracle, mais ça sera forcément ça assainira les choses. De leur mission. Peut-être sur la police municipale, mais peut-être Monsieur le maire, sur le financement, sur la question du référendum, vous englobez tout peut-être après, mais Mélanie Davot, sur la question énergétique notamment et sur la transformation de la ville. Alors, sur l'aspect concertation, je le disais, il y a quand même un travail qui a été mené. Il y a des ateliers et je vois des gens qui ont participé à ces ateliers spécifiques à KDI déjà.
pour mémoire, quelques ateliers, par exemple, sur la place des femmes dans l'espace public, ou comment la ville peut être vécue par les petits-enfants, qui n'est pas toujours à la même hauteur qu'un homme adulte qui se balade. Donc il y a eu des ateliers thématiques, en fait, qui ont permis, là, aujourd'hui, d'être intégrés au cahier des charges qui va nous permettre de lancer la concertation. Donc c'est un cahier des charges dans lequel les bureaux d'études qui vont répondre savent les attentes des habitants, ce qui est un peu innovant. Et c'est un travail qu'on continue là avec Sacha, qui est élu à la démocratie participative, parce que c'est un enjeu très fort de ce mandat. Sur les énergies alternatives, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, quand je disais qu'il y avait une innovation très forte sur la question environnementale de ce quartier, c'est que, c'est une obligation, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on incite à des économies d'énergie, on incite à plus d'énergie renouvelable. Là, dans la façon dont on a pensé le quartier pour le moment, c'est une obligation. Évidemment, c'est sur la circulation d'air pour éviter ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc il faut penser des bâtiments qui permettent à l'air de circuler librement pour que l'été, quand c'est le gros cagnard, on ne se sente pas étouffé, y compris la nappe qui est en sous-sol, c'est-à-dire qu'on a de l'eau sous nos pieds qui se réchauffe très vite l'été et qui peut avoir des conséquences. Donc c'est penser ça, c'est les panneaux photovoltaïques, c'est l'isolation, mais la liste peut être plus longue puisque la concertation n'est pas finie sur ces questions-là et on attend que ce soit intégré. Plus spécifiquement, évidemment, c'est le raccordement aussi au réseau de chaleur de la Courneuve. Réseau de chaleur de la Courneuve, pour la petite histoire quand même, si on rajoute celui de Saint-Denis parce que c'est géré par la même entité qui est le SMIREC, je vais revenir en détail là-dessus, c'est un des plus gros d'Europe. C'est-à-dire que sous nos pieds, là, vous regardez vos pieds, à 1600 mètres de profondeur en dessous vous, il y a une nappe d'eau qui est entre 60 et 80 degrés. C'est un trésor. C'est un trésor en Île-de-France. La ville de La Courneuve est une des pionnières. Ça a été développé depuis les années 80. Donc forcément, sur la facture de chauffage actuelle des locataires, ça ne se voit pas parce que c'est depuis les années 80 que cette facture a été diminuée. C'est à l'époque où le baril pétrolier, donc le fuel qui était à l'époque le chauffage des logements, a explosé. Et donc pour maîtriser ça, les politiques de l'époque, c'était pas la question des énergies renouvelables qui était en tête, c'est comment on évite à la population d'être assassinée par le prix de son chauffage. C'était la géothermie. Donc ça fait très longtemps qu'elle existe. Et il y a à peine 4-5 ans, il y a eu plusieurs dizaines de millions d'investissements pour renouveler ces ouvrages qui n'ont pas du tout été ressentis sur la facture des abonnés et des locataires. Pourquoi ? Parce que cette énergie a permis de générer suffisamment d'argent pour que les investissements qui se fassent ne se soient pas ressentis par les habitants. Ce n'est pas le cas pour les autoroutes, par exemple. Non seulement les autoroutes, on paye un péage, mais dès qu'il y a quelques travaux à faire, on nous dit bon, on va augmenter les prix parce qu'on n'a pas mis assez de sous de côté. Et ça a une particularité encore plus forte sur la ville de La Courneuve et qui est presque une spécificité en France. Il ne faut pas me lancer sur la géothermie parce que je peux être très longue. C'est que c'est vraiment une gestion publique, complète. À part sur quelques aspects, armoire électrique, machin, où il y a une délégation de services publics, la gestion du réseau est publique à 100%. Ce qui fait que quand on fait une petite comparaison, le prix du mégawattheure dans le privé pour le fuel, c'est autour de 110 €. Quand c'est de la géothermie gérée par du privé, type Engie, type Dalkia et d'autres, c'est autour de 80 €. Sur une ville comme la nôtre, où c'est complètement public, on est plutôt autour de 56-60 € du mégawattheure. Donc ça un vrai raisonnement sur comment on maîtrise les énergies locales et comment notre bien commun, qui est ce qu'il y a sous nos pieds, reste notre bien commun à tous. Et une dernière conséquence de là-dessus, sur qu'est-ce que gagnent les habitants avec cette énergie au-delà de la facture, c'est que c'est l'équivalent en tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées à l'atmosphère de l'ensemble des circulations automobiles de la ville. C'est-à-dire qu'on s'évite encore à peu près 15 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère grâce à ce type d'énergie. Donc voilà, on est sur de l'innovation. Oui, ça fait longtemps qu'on en entend parler. C'est pas assez valorisé, mais c'est un vrai trésor qu'on a et on peut en être fier. Et donc, oui, on va raccorder ce site et les logements qui seront construits à ce réseau de chaleur. Peut-être Mélanie Lavaux, vous ou Gilles Poux, sur la dimension, les transformations qui s'annoncent, à qui vont-elles profiter ? Est-ce qu'il faut avoir peur d'une forme de gentrification à terme ? Enfin, sur cette question de la gentrification, la posture de la ville est sans ambiguïté et pas d'aujourd'hui, depuis longtemps, et nous la réaffirmons. Ce n'est pas au moment où
les efforts que nous avons déployés depuis des années et des années pour arriver à sortir de l'ornière. C'est pas au moment où on sort de l'ornière où on va accepter l'idée que maintenant où les choses commencent à s'améliorer, où le cadre de vie, on peut espérer qu'il gagne en qualité, on va dire aux Courneuviennes et aux Courneuviens, vous allez voir ailleurs. Ça, c'est antinomique, mais complètement, et dans les faits, pas dans le discours, dans les faits de cette ville depuis des années, et nous allons continuer à le porter. La meilleure preuve, c'est que ici, dans le projet, c'est plus de 30% de logements sociaux que nous allons continuer à construire. Et d'ailleurs, on est en bataille permanente avec l'État qui dit, vous avez trop de logements sociaux, on arrête de financer les PAI, les plus, parce que vous en avez trop. Donc, non, cette accusation-là, elle n'a aucun fondement pour ce qui concerne, et moi je veux rassurer tout le monde. Nous, on veut que ce soit une ville qui soit faite pour toutes et pour tous, mais que, bien évidemment, la population courneuvienne trouve des réponses à ses attentes, à ses besoins, et notamment la jeunesse dont parlait Nadia tout à l'heure. Ça fait partie de nos engagements, je serais tenté de dire, on l'a au fond de nos tripes, mais profondément. Parce que on ne supporte pas précisément ces inégalités, et c'est pas au moment où on risque de faire bouger les lignes qu'on va dire maintenant, allez, les Courneuviens, allez voir ailleurs, on va faire de la mixité en mettant autre chose. Non, c'est pas ça. On est une ville ouverte, mais on est une ville ouverte qui doit permettre aux Courneuviennes et aux Courneuviens qui le souhaitent de pouvoir continuer à vivre ici et d'y vivre bien, décemment. C'est un engagement profond. Sur les questions de sécurité, je vous prie de m'excuser, madame, si vous avez compris que je traitais cette question des agressions et des pressions qui sont faites avec légèreté. Je veux vous rassurer, c'est pas du tout mon propos, et on sait, sinon on se serait pas battu comme on s'est battu pour avoir ce QRR, parce que effectivement, au moment où y compris ce quartier se transforme, et là lui aussi, et peut offrir des alternatives plutôt positive, on ne peut pas accepter que tout ça soit gâché par quelques individus qui créent de telles pressions que les gens ne se sentent pas bien. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Les gens ne se sentent pas bien aujourd'hui dans l'espace public, et ça ne peut pas continuer, d'où l'intérêt du QRR. Et je peux vous dire que d'une part, on va continuer à discuter, y compris avec les habitants du quartier, et que s'il faut que la ville mettre aussi des moyens complémentaires, que ce soit avec le travail qu'on va prolonger sur la médiation sociale, que ce soit en lien avec le département sur la prévention spécialisée, que ce soit aussi avec les habitants, le tissu associatif du quartier, les commerçants, pour faire en sorte que nous soyons en situation de reconquérir et de faire en sorte qu'effectivement on ne soit pas le ventre mou de Paris qui accueille systématiquement, dès que les moyens sont mis sur Paris et que les dysfonctionnements sont chassés, que ce soit nous qui les accueillons. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir ce QRR, parce que ça nous met en situation d'avoir un petit peu, enfin, quelques moyens à notre disposition, et soyez assurés que nous serons à côté de ces moyens-là, avec les moyens de la collectivité. Ça fait partie de nos grosses priorités, notamment de ces 18 premiers mois de ce mandat. Donc, soyez assurés de notre détermination et de notre sensibilité, y compris toute particulière à la question de la place des femmes dans l'espace public, que vous avez à juste titre dénoncé. Et si j'ai pu paraître léger, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'était pas du tout mon propos et ma pensée. Sur ce qui concerne le référendum, nous avions fait un référendum il y a quelques années. Depuis, il y a eu 2 élections municipales qui se sont déroulées, et notamment à la dernière élection municipale, nous avions mis dans le programme municipal la question de la police municipale. Et donc, derrière ce référendum, il y a eu un autre vote qui est un peu majeur, celui des élections municipales de 2014, qui avait acté le fait qu'on aille vers la construction d'une police municipale. Et nous avons aussi fait des efforts pour garder quelque chose de maîtrisé et non pas de pléthorique, mais pour accompagner ce travail sur le quotidien, notamment sur l'espace public. Mais dans cette démarche que nous engageons sur les référendums, c'est que nous voulons
travailler, et quand je dis travailler, c'est avec beaucoup de modestie, parce que nous pensons que nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui sur cette question de comment favoriser la participation, l'implication des habitants dans leur cadre de vie, de façon à ce qu'ils puissent être des co-auteurs de cette ville, de décisions qui se prennent dans cette ville. Et nous avons décidé de travailler à construire pratiquement chaque année à partir des questionnements qui pourront venir dans la ville, dans les différents lieux de rencontre que nous avons mis à la disposition des Courneuviennes et des Courneuviens, que ce soit les comités de voisinage ou autres, de façon à ce que chaque année, nous ayons un référendum avec 2, 3 questions, 4 questions, je n'en sais rien encore aujourd'hui, on a encore à décrypter tout ça, affiner tout ça, notamment avec Sacha, de façon à ce que ça devienne des guides et sur lesquels la municipalité s'engagera à respecter cette volonté populaire par la suite, pour y compris réconcilier cette question entre citoyens et politique et montrer que ça ne sert pas à rien. Bien évidemment, je n'ai pas la certitude que du jour au lendemain, ça va susciter une adhésion monstre, mais j'ai la conviction que en étant sur cette démarche-là, petit à petit, ça peut permettre de réconcilier les gens et de permettre qu'ils s'occupent davantage de leur vie, de leur ville, et dans ce cadre-là, qu'ils nous bousculent si c'est nécessaire, mais que globalement, ensemble, on puisse être aussi plus fort pour se faire entendre, se faire respecter et créer les conditions que cette ville avance dans la bonne direction. C'est ça un petit peu l'idée qui nous motive. Quant aux question sur les décès. Moi, les derniers chiffres que j'ai eus, donc j'ai pas eu ce doute, mais quand sur mars, avril, mai, juillet jusqu'au 15 juillet, nous avions enregistré, mais il y a encore des choses qui vont nous arriver en décalé parce que nous n'avons pas d'hôpitaux sur le territoire, mais ce que nous avons enregistré, c'est 35 décès de Courneuviens enregistrés sur la ville. Sur la même période, en 2019, nous en avions enregistré 24. Je pense que ça va monter encore parce qu'on va encore avoir des retours qui vont nous arriver parce que les hôpitaux n'étaient pas forcément dans une situation de faire communiquer aussi rapidement les éléments, mais tout cela va se régulariser, notamment dans le cadre de cette rentrée. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on reste attentif, vigilant, mais en même temps pas mortifère, parce qu'il faut qu'ensemble, on fasse que la vie reprenne, tout simplement. Alors, on va reprendre 2-3 questions. Alors, je vois rien. Ah oui. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut allumer? Ouais, le micro n'est pas allumé. Est-ce que les micros... Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui. On va commencer par monsieur. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir monsieur, je vous en prie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Manuel Henriquez, j'habite les 4 routes depuis 1987. J'ai une question qui concerne la rentrée aussi. Vous avez parlé des services publics, et donc justement c'est la rentrée pour tous, c'est aussi la rentrée pour les services publics. Et dans mon exemple qui est de circonstance, j'aimerais avoir justement votre réponse, monsieur le maire. Nous avons changé de véhicule pendant la période de confinement. Pour justement des questions d'écologie, et j'avais un véhicule diesel et qui était déjà assez ancien, et donc j'ai dû changer ce véhicule pendant cette période de confinement. J'ai essayé de joindre les services municipaux pour justement pouvoir enregistrer mon véhicule de façon à pouvoir stationner sans avoir de contravention. Et nous sommes déjà venus à 3 reprises pour faire
cet enregistrement. On nous a demandé de venir à partir du 1er septembre. Et donc, nous sommes venus encore le 1er septembre et on nous a dit que c'était toujours pas d'actualité et on n'a pas pu nous répondre précisément. Alors, effectivement, nous avons en ce moment beaucoup besoin des services publics et j'aimerais avoir une réponse concernant cette situation qui est difficile pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que de l'autre côté, il y a... Voilà. Madame, vous devez avoir le micro, je vous en prie. Levez-vous. Ah, non, vous ne l'avez plus. D'accord. Bonsoir, Mebrouka Hadjadj, citoyenne et élue municipale. Je voulais poser beaucoup de questions. Alors, Mebrouka, si vous permettez, on va en prendre 2, parce que là, on arrive au bout et ça va être un peu compliqué. Ah ben, le bout, il faut y aller vers le bout, justement, pour pouvoir arriver. Donc voilà, je suis perplexe quand j'entends Monsieur le maire au début dire qu'il pense, que le vivre ensemble est possible. Pourquoi pourquoi il pense alors qu'on est de tous les bords et qu'on vit ensemble? Ce n'est pas le vivre ensemble qui nous manque à la Courneuve, ce sont les moyens pour pouvoir manger, payer son loyer et survivre. Et il parle d'une nouvelle équipe municipale ici de tous les quartiers. Je pense que dans les anciennes équipes aussi, il y avait de la diversité. Pourquoi il pense qu'il n'y a que cette équipe-là qui est ici des quartiers qui va vous permettre d'avancer? Pourquoi vous n'avez pas avancé 24 ans et pourquoi vous allez avancer que maintenant 6 ans avec cette équipe-là? Vous parlez de production énergétique et 1600 mètres en dessous, il y a la nappe pour de l'eau, un trésor. Mais ce trésor n'est pas pour les Courneuviens. Et d'ailleurs, je porte le t-shirt parce qu'on ne peut plus payer nos charges. On souffre, les Courneuviens souffrent. Monsieur le maire, vous êtes réélu, vous avez augmenté vos rémunérations, vos indemnités. Donc vous n'êtes pas dans la dimension de comprendre la souffrance des Courneuviens. Vous avez dit que c'est les plus fragiles qui vont finir à la casserole. Non, ce n'est pas les plus fragiles qui vont finir à la casserole, parce que les plus fragiles ne peuvent même pas mettre la casserole sur le feu, parce qu'ils n'ont rien dans le frigo. On entend, Mebrouka. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui. Et on repasse la parole à quelqu'un d'autre? Oui, mais justement, ils ont parlé qu'ils veulent faire avec les Courneuviens. J'ai assisté à quelques réunions sur le projet KDI. Et quand on a voulu donner nos avis, comme par exemple moi, je ne veux pas que ma ville sera qu'une ville dortoir, je voulais et en plus, c'est le vœu des enfants qu'on a fait au Palais de Tokyo lors de Banlieue is Beautiful avec Monty Laster. Les enfants ont rêvé d'avoir un monument à la Courneuve pour que les gens puissent venir visiter la Courneuve. Ce sont des enfants qui ont eu cette idée. On ne veut pas qu'une ville dortoir. On veut des choses qui peuvent attirer les gens, d'ailleurs pour vivre avec nous. Pas seulement des gens qui travaillent dans les bureaux pour faire la mixité sociale avec nous. Oui, Monsieur le maire, vous n'avez pas le même niveau de vie que les Courneuviens pour pouvoir comprendre leurs souffrances. Malgré vos indemnités, vous utilisez des... Non, s'il vous plaît... Je vous en prie, Mebrouka, mais vous avez pu dire... On va faire passer le micro, vraiment. Oui, mais je finis ce que je suis venue pour dire ce que je pense. Oui, mais vous ne pouvez pas, Mebrouka, entendez qu'il faut que la circulation de la parole se fasse pour tout le monde. 2 minutes et je donne la parole. Non, pas 2 minutes, s'il vous plaît. Je vous en prie. 2 minutes. Je veux parler de l'Atlas des inégalités. Je suis allée à cette réunion de l'Atlas des inégalités. J'étais la seule Courneuvienne à part les élus. Où étaient les Courneuviens ce jour-là pour faire cet Atlas? Mais Brouka, je suis désolée. Oui, il faut faire des choses pour nous, mais avec nous, pas sans nous. J'entends. Merci beaucoup. Allez, une dernière.
Gala, conseillère municipale d'Europe Écologie Les Verts. Alors, qui parle? Parce que du coup... Allô, allô. Oui. Ouais, c'est bon. Bonjour, je suis Nicole Monico, j'habite à La Courneuve. Je travaille dans les écoles et je voudrais poser une question au sujet des 2 adultes pour les petites sections. Est-ce que c'est ce qui est actuellement depuis toujours l'enseignant avec une ACSEM ou ça sera 2 ACSEM avec l'enseignant? Et j'ai une autre question sur la sécurité. Je voudrais savoir ce que vous avez dit tout à l'heure, les 15%, donc les 30 agents supplémentaires, si ça concerne les 3 communes et si ça va être supporté simplement par La Courneuve ou les 3 communes, c'est-à-dire les payer. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie. Je pose ma question ou pas? Ah oui, pardon madame. Oui. Je vois absolument rien avec les spots, je suis vraiment désolée. Allez-y, je vous en prie. Donc je suis Nabila Rezgala, je suis conseillère municipale d'Europe Écologie Les Verts. D'accord. Donc je m'adresse à monsieur le maire qui est aussi vice-président de Pleine Commune et vice-président du CEDIF. J'aurais voulu savoir sur la réadhésion du CEDIF qui est prévue jusqu'au 31 décembre, pourquoi l'ensemble du conseil territorial et le président de Pleine Commune, vous avez décidé de mettre à l'ordre du jour du 9 septembre la réadhésion au CEDIF, alors que le maire de Seine-Saint-Denis est quand même, sa campagne municipale a été sur la régie publique de l'eau, et il me semble aussi, Gilles, sur cette question, tu es aussi pour la régie publique de l'eau. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi on accélère le calendrier. Merci. Merci beaucoup. Peut-être 2-3 éléments de réponse rapide par rapport à la situation qui vous est faite, monsieur. Moi, je suis profondément désolé parfois nos services publics globalement fonctionnent, je pense, plutôt bien avec des personnels qui sont attentifs et attentionnés au public. Il arrive parfois qu'on soit moins performant. Vous me laisserez vos coordonnées. Je vais en référer au directeur général des services qui est juste à côté de vous parce que la situation qui vous est faite, c'est le genre de choses qui m'insupportent et qui doivent vous insupporter aussi. Et c'est pas possible qu'on fasse subir aux habitants les aléas de nos contraintes techniques qui peuvent y avoir au sein de nos services publics. Il faut qu'on inverse les choses et donc il faut qu'on apprenne à bouger nos lignes de temps en temps. Et je comprends et je partage le désagréable sentiment qui est le vôtre et qui entache y compris votre peut-être vision globale de notre action publique, alors que par ailleurs, elle peut être bien souvent exemplaire et c'est d'autant plus dommageable par rapport à tout le reste du travail qui est fait. Bon, après, Madame Mabrouka, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, il y a eu des élections, les choses sont tranchées, on ne va pas revenir sur tous les débats. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas sa place ici. Sur les questions de sécurité, non, les policiers qui vont être dédiés, ils sont dédiés à La Courneuve. C'est les polices de la police nationale qui sont donc payées par l'État, pas par la collectivité. Et donc, ça va permettre de renforcer, grosso modo, si on prend les chiffres, le commissariat de La Courneuve, c'est 160, 165 effectifs théoriques à peu près. Donc là, il va y en avoir 30 de plus, on va passer à 195, ce qui va permettre d'avoir une force d'intervention, de suivi, y compris, plus importante, et on ne peut que s'en féliciter. Sur le CEDIF, on pourra en discuter. Moi, je suis pour la régie publique de l'eau. Pour autant, moi, je suis pour la régie publique de l'eau dans le cadre du CEDIF parce que c'est la seule entité viable pour cela. Et je pense que c'est plutôt sain que l'ensemble des collectivités qui étaient dans une posture d'attente après le travail d'études décident aujourd'hui de tout réadhérer parce que ça va renforcer ce courant progressiste au sein du CEDIF pour que dans le cadre de la négociation qui s'engage au sein du CEDIF sur quel doit être le futur mode de gestion et ce travail-là et les décisions qui vont se prendre
prendre entre maintenant et grosso modo la fin du mois de janvier et peut-être février, c'est bien qu'on puisse être partie prenante et le plus nombreux possible apporter les mêmes exigences que nous avons en matière de qualité de service et de régie publique, parce que l'eau est un bien public et une régie publique nous pourrait permettre d'apporter, y compris une amélioration de la situation. Tout du moins, moi j'en suis intimement convaincu. Alors peut-être sur les ATSEM, sur réponse peut-être. Sur les ATSEM, excuse-moi. Non, c'est en gros 2 adultes par classe, en petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1. Nous, pour ce qui concernait la ville, nous apportions un adulte et un deuxième adulte en petite section. Nous apportions un demi-adulte, puisqu'il y avait une demi-ATSEM par classe de moyenne section, et donc nous avons décidé de passer d'une demi ATSEM à une ATSEM, ce qui va permettre de renforcer de 11 personnels les ATSEM, et donc de créer des conditions de renforcer les capacités d'intervention, de suivi, d'accompagnement de l'enseignant, et on continue à être vigilant avec l'éducation nationale pour faire en sorte que ce début de dédoublement de professeurs en grande section de maternelle puisse s'élargir complètement à la rentrée prochaine en 2021. Alors on arrive à la conclusion, merci à tous pour vos questions, on arrive à la conclusion de cette soirée. Peut-être Monsieur le maire, on voit à quel point cette rentrée est anxiogène, à quel point on a évoqué la crise économique, la crise sanitaire qui s'annonce, les difficultés pour les plus jeunes. Voilà, on est quand même dans un climat qui n'est pas très serein. Est-ce qu'il y a quand même des raisons en fait d'avoir un petit peu d'espoir? Qu'est-ce qui pourrait nous faire, qui pourrait nous donner encore l'énergie, l'envie de fonctionner ensemble, d'avancer et de construire un peu cet avenir-là qui s'annonce? Moi, je crois qu'on est dans une situation qui est excessivement pesante, mais je crois que si on fait un pas de recul et qu'on essaye de lever un tout petit peu la tête, je crois que nous avons toutes les raisons de croire qu'on peut avancer positivement dans la période qui vient. Tout du moins, c'est la posture qui est la nôtre. Je crois qu'on a pour cela un programme municipal excessivement ambitieux. Et une équipe municipale qui est déterminée dans sa diversité à l'apporter avec honnêteté, avec intégrité, avec transparence, avec une connaissance des réalités de la population de notre ville. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui touche 2 fois le salaire d'une personne qui est au RSA, qui n'est pas capable d'appréhender la situation de quelqu'un du RSA. C'est une vision complètement manichéenne et complètement dépassée. Et nous allons porter cette ambition avec le programme qu'on a décidé de construire, en affirmant que oui, pour nous, il y a une ligne rouge, c'est le droit de cette population, le droit de réussir à l'école, le droit de réussir dans l'emploi. Et ça va être ça qui va nous guider, y compris avec des engagements forts sur les questions de l'aménagement, du développement durable, ça a été dit, mais aussi de l'accès au logement pour toutes et pour tous. Et c'est cette ville-là qu'on est en train de construire avec de vraies opportunités. Ici, nous sommes dans un lieu qui va se transformer. Certes, ça va être du temps long, ça va prendre 10 ans au total, mais c'est dans les 6-8 mois qui viennent que nous allons décider réellement ce qu'on veut faire, la vie qu'on veut se projeter ici, et les travaux vont commencer dès la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement étranger, y compris on a d'ores et déjà par exemple une artiste reconnu qui a ses ateliers juste derrière, au bout de l'usine, qui va acheter un des bâtiments pour pouvoir installer des ateliers d'artistes, installer des artisans d'art. Et donc, c'est cette ville qui est en train de se transformer, de respirer, pour apporter du bien-être, de la qualité de vie à toutes et à tous que nous allons construire avec vous. Et
je le redis, avec une détermination à ce que nous le fassions ensemble, avec ces questions de démocratie participative qui nous sont chevillées au corps et que nous allons alimenter, faire vivre, expérimenter avec le droit de se tromper, mais avec la volonté de nous engager résolument là-dessus et de faire confiance à l'intelligence citoyenne des Courneuviennes et des Courneuviens. Donc on est dans une démarche qui, je crois, peut être enthousiasmante, et soyez assurés qu'on ne va rien lâcher. Et cette démarche enthousiasmante, on va la porter dès samedi prochain, puisque samedi prochain, on va faire le forum des associations, où on va se retrouver avec toutes les associations sociales, culturelles, sportives qui vont accueillir les Courneuviennes et les Courneuviens. On va continuer le 21 septembre, au moment de la Journée mondiale de la paix, pour porter sur la place de la paix et de l'Arbre de la paix que nous avons initié l'année dernière, cette bataille, y compris pour dire que cet argent qui est mis dans la guerre, dans les armes, il serait plus utile pour accompagner le social, faire chauffer la marmite, pour reprendre ton expression, Mabrouka. C'est ces batailles-là que nous allons porter, y compris avec ce rendez-vous pour le 17 octobre, où avec ATD Quart Monde, on veut construire un moment de réflexion ensemble sur ces questions des inégalités pour pouvoir avancer. Et je ne veux pas parler de tous les projets d'aménagement de cette concertation qui va avoir lieu, y compris on va faire quelque chose de complètement inédit sur cette concertation ici. On va demander à une entreprise de nous tirer au sort une 50aine d'habitants représentatifs de la sociologie de la ville pour nous accompagner dans ce travail d'introspection sur de quoi avons-nous besoin ici et que nous puissions ensuite l'écrire ensemble. C'est ça la démarche que nous allons faire, y compris avec Pascal qui porte les questions d'environnement, la perspective d'un forum sur les questions de développement durable au printemps prochain pour peut-être avoir des décisions dans un premier référendum qui pourrait se tenir à l'octobre 2021 pour décider de quelles orientations nous voulons travailler sur ces questions de développement durable. Parce que, toute petite parenthèse, le développement durable, l'écologie, nous ne voulons pas une écologie punitive où celles et ceux qui sont le plus en fragilité aient le sentiment qu'on leur impose des contraintes supplémentaires qui va aggraver leurs conditions de vie. On veut avoir une écologie, au contraire, qui soit une écologie porteuse de perspectives et d'avenir pour tous, et notamment pour les plus populaires. C'est ça le programme qui est devant nous sur les 10-12 mois qui viennent, y compris avec quelque chose dont tu n'as pas parlé parce que ce n'est pas encore ficelé, Mélanie, mais on est en train de travailler pour que la rupture numérique qu'on a constatée dans le cadre de cette crise du Covid, on soit capable de la corriger avec des investissements qu'on va mettre en place pour, en lien avec une construction avec les milieux enseignants et les parents d'élèves, doter tous les enfants d'élémentaire d'outils numériques de manière à ce qu'ils puissent avoir accès aussi à cette technologie, quels que soient les moyens de conditions de vie, y compris sur la gratuité des transports pour tous les enfants d'élémentaire. Voilà, donc un beau programme, de belles ambitions et au fond de belles perspectives que nous voulons travailler avec chacune et chacun d'entre vous et avec la très 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 belle équipe municipale que nous avons rassemblée à l'occasion de ces élections municipales. Je vous remercie. Merci. Merci André Joachim, merci Mélanie Davo, merci Nadia Chaboun, merci Gilles Poux. Merci à vous, merci de nous avoir accompagnés ce soir dans ces lieux splendides. Moi, je suis assez pressée de voir en fait ce que donnera cette concertation et comment ça en sortira. À bientôt. On ne peut pas vous offrir de verre parce que vous savez à quel point désormais c'est plus possible. Mais on espère vous revoir très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous.